L'Enclave est sans doute la faction la plus mystérieuse, fascinante et maléfique de tout Fallout. Et après l'épisode 6, une question se pose, qui dirige Vault-Tec et l'Enclave? Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Les actions de l'Enclave ont directement contribué à faire des abris anti-atomiques de véritables cauchemars peu après la fermeture des portes. De plus, ces agissements à l'époque moderne ont plongé le monde dans le chaos, des campagnes génocidaires ayant été lancées au nom de sa prétendue supériorité. Ce n'est pourtant pas totalement inattendu. L'Enclave est une cabale issue de ce qui fut jadis la véritable élite de la société américaine et qui s'accroche encore au pouvoir. Ils ont choisi de se préparer à l'apocalypse en s'efforçant d'établir leur propre version de l'Amérique après la Grande Guerre. Toutefois, avec le temps, leur idéologie a évolué. Ce qui n'était au départ qu'une soif de pouvoir sans scrupules s'est transformé en une organisation fasciste radicalisée aux visées génocidaires contre la plupart des habitants des terres désolées. L'organisation qu'allait devenir l'Enclave était une cabale secrète regroupant l'élite américaine, du moins selon ses propres termes. Des présidents au chef d'état-major interarmé, en passant par des scientifiques brillants et des individus fortunés, tous étaient considérés comme membres. Quiconque était jugé suffisamment riche, puissant, intelligent ou moralement corrompu se voyait offrir une opportunité unique de rejoindre leur rang et de devenir, selon eux, le véritable pouvoir derrière l'Amérique. En réalité, il s'agissait d'un gouvernement parallèle, impliqué dans pratiquement tous les complots et secrets du gouvernement américain. Comme on peut s'y attendre de la part d'une société secrète de cette envergure, leur ambition dépasse largement les frontières de l'Amérique contemporaine. Ils percevaient les signes avant-coureurs de la guerre des ressources qui faisait rage à travers le monde. La dévastation nucléaire était inévitable et l'Enclave ne comptait pas être prise au dépourvu comme le reste du monde. Par conséquent, ils commencèrent à préparer des bunkers distincts pour faire face aux conséquences d'un bombardement nucléaire, mais finirent par utiliser leur influence pour un plan à plus long terme. L'Enclave joue un rôle déterminant dans le projet Safe House, l'initiative à l'origine de la construction des abris anti-atomiques. À l'origine, le projet Safe House était un contrat entre le gouvernement américain et Vault-Tec. Initialement, ces abris étaient destinés à une élite. L'Enclave y vit une utilité potentielle et l'ensemble du programme a été détourné. Leurs projections concernant les dégâts causés à la planète prédisaient que la Terre deviendrait inhabitable. De ce fait, ils entreprirent d'étudier les populations piégées dans leur abri, menant diverses expériences dans l'espoir d'en apprendre suffisamment sur la manière d'adapter l'humanité pour qu'elle puisse survivre à un voyage spatial multigénérationnel et coloniser des mondes exempts de radiation nucléaire. Mais bien sûr, avec le temps, leurs objectifs ont commencé à changer. Avec le temps et l'adaptation du monde à sa nouvelle réalité, les objectifs de l'Enclave évoluèrent. À l'origine, elle se voyait comme la continuation du gouvernement américain d'avant-guerre. Bien entendu, cela impliquait de ne pas se soumettre aux mêmes lois et responsabilités envers les citoyens, mais uniquement de consolider son propre pouvoir. L'exemple le plus frappant en est l'exécution, peu après la Grande Guerre, de personnes extérieures à l'Enclave dans le bunker qu'elle avait investi. En réalité, même les membres de l'Enclave n'étaient pas à l'abri les uns des autres, les luttes de pouvoir égoïstes étant monnaie courante en leur sein. Dans le cadre de leur idéologie initiale, ils entendaient poursuivre la guerre contre le communisme, constatant rapidement que la plupart des gouvernements pratiquant ce système étaient anéantis. Cette idéologie a rapidement basculé vers une rhétorique xénophobe, visant tout être non humain occupant désormais la planète. Faute d'autres ennemis, l'Enclave a rapidement considéré les mutants, les ghouls et toute personne exposée, même de loin, aux radiations comme inférieures à ses propres humains. Cela incluait les personnes réfugiées dans les abris que l'Enclave avait contribué à construire. Ce nouveau système de croyance a guidé une grande partie de leurs actions. Ils ont déshumanisé la population de surface et entrepris de l'exterminer. Au fond, tout cela n'est qu'une sorte d'égoïsme. À cet égard, il ne diffère en rien d'autre des factions qui occupent les terres désolées. L'Enclave était inconnue du public au moment de la Grande Guerre, mais une fois les bombes larguées, le temps du secret prit fin. Ils révélèrent leur existence en tentant d'établir leur nouvelle Amérique. Le reste du monde ne voyait que ces mêmes monstres égoïstes, avides de pouvoir et responsables de la ruine du monde. Les voilà de retour, répétant le même schéma, mais cette fois, ils ne se soucient même plus d'épargner les citoyens américains de leurs machinations.
Après la Grande Guerre, les premiers actes de l'Enclave furent consignés dans Fallout 76. N'ayant pas encore atteint son apogée xénophobe, l'Enclave était alors déterminé à éradiquer le communisme de la planète. Cela impliquait bien sûr de cibler ce qui restait de la Chine. Les voyages internationaux étant quasiment paralysés et les armées officielles hors service, l'Enclave n'eut d'autre choix que de tenter de convaincre les systèmes de défense automatisés des Appalaches qu'ils subissaient des attaques de plus en plus meurtrières. Cette manœuvre visait à déclencher l'alerte DEFCON 1, leur donnant potentiellement accès à un arsenal d'armes nucléaires qu'ils comptaient pointer et lancer sur la Chine. Ironie du sort, cela provoqua une guerre civile au sein de l'Enclave, décimant une grande partie de ses dirigeants. Malheureusement, suffisamment de survivants formèrent la faction AI qu'elle est aujourd'hui. Dans Fallout 2, ils lancèrent leur première tentative de génocide contre la population mutante de la Terre. Dans un premier temps, ils expérimentèrent sur la faune mutante afin de créer de puissantes troupes de choc capables d'éliminer quiconque se dresserait sur leur chemin. Mais lorsqu'ils redécouvrirent la base militaire de Mariposa, ils se mirent à développer une arme biologique qu'ils perfectionnèrent jusqu'à atteindre un taux de réussite quasi parfait pour tuer les mutants. Sans l'infiltration et la destruction de la base par le personnage incarné par le joueur, connu sous le nom de l'élu, l'Enclave aurait pu commettre un massacre presque aussi meurtrier que celui de la Grande Guerre. L'une de leurs actions les plus récentes et assurément mesquine s'est déroulée dans Fallout 3. Sous le choc de la perte de leur principale base d'opération et de la mort de plusieurs membres de leur direction, l'Enclave a cherché à changer de tactique. Elle a tenté de détourner le projet Pureté, une initiative des habitants des terres désolées visant à créer une source d'eau potable. L'objectif affiché était de s'emparer du purificateur d'eau et de se présenter ensuite comme les sauveurs des terres désolées, grâce à leur généreuse réserve d'eau. L'Enclave a commis d'innombrables crimes dans toute la licence. Tout cela prouve que l'Enclave, quelle que soit l'idéologie qu'elle prétend défendre, ne se soucie que de conserver ou d'affirmer son pouvoir. Et elle continue à le faire dans la série. Aujourd'hui, la question qui se pose est qui contrôle Voltec ? Cooper Howard posait cette question à sa femme, Barb, plus de 2 siècles avant de rencontrer Lucy McLean. Mais elle n'a jamais été aussi pertinente, elle n'a jamais été aussi palpitante, ni aussi terrifiante. L'arrivée surprise d'un personnage dans l'épisode 6 a révélé que le mystérieux joueur que Robert House redoutait, celui qu'il croyait capable de détruire le monde, était bel et bien l'Enclave. Barbara Howard expliqua à son mari pourquoi, selon elle, les multinationales les plus puissantes du monde devaient se charger elles-mêmes de larguer les bombes. Son raisonnement nous fut dévoilé par une série de flashbacks. Tout commença par des présentations à la fois profondément maléfiques et banales sur la façon dont Voltec comptait rentabiliser la guerre nucléaire. Une rencontre avec le faux Monsieur House lui fit ensuite prendre conscience de la dangerosité réelle de la fusion froide. Il échangeait son appareil de contrôle mental contre cette petite fiole bleue lumineuse d'énergie infinie. Sachant à quel point House la désirait et apprenant qu'il menait un projet secret qui la dépassait largement, Barbara, effrayée, se décida enfin à agir. Elle ordonna à sa secrétaire de se renseigner sur la manière dont Voltec stockait la diode à fusion froide, sur les mesures de sécurité mises en place, sur les personnes chargées de la surveiller, bref, sur tout. Quelques instants seulement après avoir confié la mission à sa secrétaire, Betty, future responsable de l'abri 33, une silhouette inattendue surgit dans l'ascenseur. Il s'agit de Siggy Wilzig. Oui, Wilzig faisait son retour dans la saison 2 de Fallout. Dans la saison 1, ce scientifique de l'Enclave avait joué un rôle majeur dans la chronologie actuelle. Et maintenant, grâce à la saison 2, nous savons que Wilzig est également vivant dans le passé d'avant la Grande Guerre. Ce que nous savons aussi de ses actions 2 siècles après sa rencontre dans l'ascenseur rend ce flashback bien plus sinistre et révélateur. Dans la chronologie actuelle, Wilzig s'injectera la diode à fusion froide, il s'échappera ensuite de l'Enclave et se donnera pour mission de la rendre à son créateur, Moldaver. Finalement, Wilzig se sacrifiera pour que Lucy puisse lui scier la tête et ainsi empêcher que la fusion froide ne tombe entre les mains de l'Enclave ou de Voltec. Alors, comment Wilzig, un scientifique que la mystérieuse Enclave jugeait suffisamment important pour le cryogéniser et le réveiller 200 ans plus tard, a-t-il pu confronter instantanément une cadre de Voltec dès qu'elle a commencé à douter de son rôle dans la destruction du monde dans la saison 2 ? Quelqu'un, peut-être même Wilzig lui-même, a forcément espionné Barbara pendant sa conversation avec sa secrétaire. Peut-être parce que Wilzig travaille non seulement pour l'Enclave, mais aussi pour Voltec. Peut-être parce que la saison 2 nous révèle que l'Enclave et Voltec sont plus étroitement liés qu'on ne le pensait, voire dirigés par la même personne, le véritable mal qui se cache derrière tout cela et que Monsieur House ne perçoit pas encore. La mission de Wilzig à Voltec était de délivrer un message à Barb, une employée de Voltec qui envisageait de se rebeller. Il est à noter qu'elle n'a pas nié le connaître lorsque Cooper lui a demandé qui la menaçait. Wilzig était là pour l'avertir, à la moindre occasion qu'elle était facilement remplaçable, voire éliminée si elle déviait du droit chemin.
Il en aurait été de même pour Wilzig s'il ne lui avait pas dit. Wilzig a également dit à Bob qu'ils étaient tous dans le même bateau, car aucun d'entre nous ne peut empêcher une guerre nucléaire, ce qui a finalement eu lieu. Et tout cela survient après les nombreux indices dans la série suggérant que les deux organisations, longtemps considérées comme ennemies, travaillaient en réalité ensemble, même si la plupart, voire la totalité de leurs membres l'ignoraient. Et tout cela nous ramène à la question cruciale que Cooper a posée à sa femme dans cet hôtel à Las Vegas. Une question qui plane désormais sur tout Fallout. Qui contrôle Voltec? Grâce au retour de Wilzig dans la saison 2, nous savons qu'il s'agit de quelqu'un capable d'espionner un cadre de Voltec et d'employer un individu travaillant pour l'Enclave et expert en fusion froide. Quelqu'un d'assez puissant pour avoir largué les premières bombes atomiques. Alors, qui pourrait bien faire tout cela? Qui est ce personnage clé du pouvoir mondial capable de dissimuler son identité à Robert House? Et ce, tout en dirigeant secrètement Voltec et l'Enclave simultanément. Qui est cette personne capable d'invoquer Wilzig en un instant pour contrecarrer les plans de Barbe? Quelle que soit la réponse, jamais un personnage Fallout n'a été aussi terrifiant, car non seulement il a anéanti le monde, mais il pourrait bien le contrôler encore dans l'ombre. Il y a aujourd'hui tellement de questions sur l'Enclave. Que se passe-t-il? Combien sont-ils? Qui dirige? Est-ce qu'il y a plusieurs groupes? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, j'espère que la série va nous répondre avant la saison 3, sinon va falloir attendre assez longtemps. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Night, night, night.